Mais quand on se définit comme conservateur, est-ce qu'on est en avance sur son temps ou en arrière sur notre temps? Bien, j'aime pas utiliser le terme conservateur pour définir notre parti. D'ailleurs, vous avez été quand même membre du Parti conservateur très longtemps. Oui, absolument. Mais le Parti populaire, pour moi, c'est un parti du gros bon sens. On prône des idées qui sont vraiment différentes, basées sur des principes de base, liberté, responsabilité, équité et respect. Donc, au point de vue économique, notre parti est peut-être plus libertarien. Au point de vue... Mais c'est quoi la différence entre un libertarien et un conservateur, pour ceux qui ne seraient pas initiés? Bien, au point de vue économique, on prône plus la liberté individuelle, la liberté de marché, la responsabilité individuelle. Les libertariens, certains libertariens vont plaider pour une ouverture des frontières, c'est-à-dire que tout le monde peut venir dans n'importe quel pays. Vous êtes comme ça, vous pensez qu'on peut... Non, effectivement, c'est le contraire. Donc, c'est pour ça que je dis... Vous êtes un libertarien un peu contrarié. Bien, je suis un politicien qui essaie de proposer le gros bon sens, puis aujourd'hui, il est un peu absent, le gros bon sens. Mais quand vous étiez conservateur au sein du Parti conservateur et même ministre, parce qu'on va y arriver, est-ce que vous étiez un libertarien frustré? Non, j'ai fait des réformes lorsque j'étais conservateur pour déréglementer l'industrie des télécommunications lorsque j'étais ministre de l'Industrie. Donc, j'ai fait une réforme en ligne avec mes valeurs de libre marché, de plus de compétition. Ça fait en sorte que les prix des téléphones cellulaires ont diminué. Vous avez déjà été ministre des Affaires étrangères, je l'ai dit tout à l'heure. Si vous étiez aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, ça a fait d'ailleurs un peu râler tout à l'heure, mais sincèrement, je veux vous entendre parce que c'est vrai que dans le paysage, c'est peut-être le monde à l'envers, il y a peu de leaders politiques qui ne sont pas à 100 derrière l'Ukraine. Alors, votre position à vous, c'est quoi? C'est qu'on ne devrait pas s'en mêler? Le Canada ne devrait pas s'en mêler pour plusieurs raisons. Raisons historiques, raisons géopolitiques. Je peux vous dire que... Est-ce que ça signifie pour autant que vous excusez ce que fait la Russie? Non, absolument pas. J'ai toujours dit que je ne suis pas pro-russe et effectivement, on essaie de faire dire aux gens qui prônent une position de paix, d'essayer de faire en sorte d'avoir une solution diplomatique du conflit. On essaie de les mettre dans le camp pro-Poutine. Absolument pas. Poutine est un dictateur, un meurtrier. Écoutez, c'est un conflit actuellement qui existe depuis plusieurs années et là, la guerre depuis 1 an. Les 2 régions, Donbass et puis la Crimée, ont été sous diverses juridictions ces 100 dernières années. C'est pas nouveau. Et on se bat pour ce territoire-là. Moi, je pense que le côté de Poutine, il faut regarder, et c'est dommage que dans les médias québécois et canadiens, on ne parle pas de l'autre point de vue. Et l'autre point de vue, c'est de regarder ça plus globalement. Et si on regarde historiquement, et je reviens, je peux aller jusqu'à l'histoire, jusqu'à la crise des missiles cubains, lorsque Kennedy a dit à Khrouchtchev qu'il ne voulait pas avoir des missiles aux portes des États-Unis à Cuba. Un peu comme Poutine dit à l'OTAN, on ne veut pas qu'on vienne nous taquiner trop près de notre frontière. Effectivement, et nous, les pays de l'Ouest, on pousse l'Ukraine à être membre de l'OTAN. Et si l'Ukraine est membre de l'OTAN, il va y avoir des bases là-bas, des missiles là-bas. Donc, la ligne rouge pour Kennedy... et Khrouchtchev, à l'époque, le respectait en 62. Et la ligne rouge pour Poutine, et ça fait déjà 10 ans qu'il dit ça à l'Ouest, je ne veux pas que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. On ne la respecte pas. Si vous étiez ministre des Affaires étrangères aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on aurait la marge pour dire on dénonce l'agression, mais on ne veut pas s'impliquer? Parce que c'est ce que vous dites. Absolument. Bien oui, mais le Canada ne s'est pas impliqué dans plusieurs guerres. Regardez, M. Chrétien, l'Irak. Regardez le conflit dans les années 50 du canal de Suez. Le Canada a été un rôle pour rétablir la paix à ce moment-là. C'est notre histoire. On n'est pas un peuple guerrier et on a une influence. Lester B. Pearson, c'est quand même un homme d'État qui était là, qui a gagné le prix Nobel de la paix. Pour l'invention des casques bleus. Effectivement. Et donc, moi, je vais avec l'histoire du Canada et, écoutez, on est en train de faire en sorte que la Russie est notre ennemi, qui est notre voisin. La Russie est notre voisin, les États-Unis sont notre voisin. On n'a pas affaire à participer. Et comme j'entendais tantôt sur votre plateau, il y a plusieurs autres guerres dans le monde et le Canada ne participe pas. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas justement à entendre cet autre point de vue, selon vous? Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, officiellement en tout cas, il semble y avoir unanimité sur l'idée que ce n'est pas négociable, on doit être derrière l'Ukraine? Oui, il y a un narratif qu'on entend dans les médias traditionnels, et puis on ne veut pas entendre... Excusez-moi, je vous arrête, parce que les médias traditionnels, c'est quoi? Est-ce que vous êtes ici, dans le fauteuil? Oui, dans un média traditionnel, effectivement, mais c'est le monde à l'envers. Donc, vous acceptez l'autre point de vue. Mais dans les médias, les grands médias, on n'entend pas l'autre point de vue. Malgré ça, un dernier sondage de Angus Reid, publié lundi dernier, a dit que 23 des Canadiens
qui disait qu'il fallait absolument que l'Ukraine et la Russie en viennent à un traité de paix. Et 17 de ces gens-là disaient aussi qu'on en fait trop pour l'Ukraine. Donc, malgré le fait qu'on n'entend pas ce point de vue-là dans les médias traditionnels, il y a quand même des gens au Canada qui se disent, oui, effectivement, là, c'est dangereux ce qui arrive aujourd'hui. On est en train de voir... Est-ce qu'il y a un risque de troisième guerre pour vous? Absolument. On est en train de voir une escalade. On voit ça devant nos yeux. Une journée, on donne de l'argent. L'autre journée, on donne des munitions. L'autre journée, on donne des tanks. Et ça se poursuit. Et les États-Unis en rajoutent. Et là, la Chine qui risque de se mêler là-dedans. Vous savez qu'à une époque, on disait si on avait, enfin, et encore aujourd'hui, si on avait arrêté Hitler plus tôt, on n'aurait pas eu la Deuxième Guerre mondiale. Et on applique cette logique. Je ne sais pas si elle doit être appliquée, mais on dit la même chose. On dit qu'il faut arrêter aujourd'hui Poutine. Absolument, absolument. Même des gens disent, Maxime, tu es un Chamberlain, tu fais comme tu veux essayer d'avoir la paix. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que M. Poutine n'a pas une vision de conquérir l'Europe. Il faut regarder que dans le Donbass, c'est des gens qui parlent le russe, c'est des gens qui... Il y a eu un référendum en 2014 qui voulait, peut-être que la Russie a poussé, mais qui voulait faire partie de la Russie. Et cette région-là a été bombardée plus tôt, en 2014-2015, par l'armée ukrainienne. On ne parle pas de ce point de vue-là. Et je ne dis pas que M. Poutine avait des bonnes raisons de faire cette invasion-là. Il n'aurait pas dû la faire, mais les faits sont là et maintenant, il faut négocier. Et ces territoires-là vont peut-être rester sous juridiction russe. Le temps file, comme c'est souvent le cas. Il reste que vous êtes aussi chef d'un parti qui a relativement bien fait aux dernières élections, 5 des voix exprimées. S'il y avait des élections demain matin et qu'on ne protestait pas contre les mesures sanitaires, est-ce que vous pensez que vous auriez le même type d'appui? Non, mais c'est clair que ça a joué pour vous. Oui, j'étais le seul chef qui prônait le gros bon sens et la liberté individuelle. Le gros bon sens tel que vous l'entendiez. Oui, mais aujourd'hui, je pense que l'avenir nous a donné raison aujourd'hui, là. On regarde ce qui est arrivé, le coût énorme des mesures qu'on a imposées, l'énorme dette, les déficits, on paye avec l'inflation, l'impôt d'inflation aujourd'hui. Je vous repose ma question. Oui. Est-ce que vous pensez que vous aurez des appuis aux prochaines élections Absolument. comme vous en avez eu, compte tenu des circonstances? Absolument. Ça va être peut-être un autre dossier qui va être prioritaire à l'autre élection. Et on est le seul parti qui dit non à l'immigration de masse, qui dit qu'il faut avoir une immigration qui est soutenable. 1 demi-million de gens qui viennent à chaque année, c'est pas soutenable pour un pays de 38 millions de personnes. Et lorsqu'on a ce débat-là au Québec, on n'est pas vu comme un raciste. On est habitué au Québec d'avoir un débat sur les seuils d'immigration. Moi, j'ai emmené ce débat-là en 2019 et on nous traitait de tous les noms. Je pense que ce débat-là va revenir et on est distinct de tous les autres partis par rapport à cette position-là. Comment vous faites pour continuer à vivre? Parce que c'est un petit parti. J'imagine que vous n'êtes pas riche-riche. Non, on n'a pas de dette, on n'a pas jamais fait de déficit, on a 2 millions en banque. Un modèle de gestion. Mais vous vivez de quoi? Bien, moi, je vis, le parti me paye un salaire, le parti me paye 104 000 $, c'est public de salaire, et je me promène à travers le pays, le parti paye pour mes frais, pour promouvoir nos idées, pour être prêt pour la prochaine campagne électorale. Est-ce que vous êtes frustré par moment que dans l'Ouest, vous semblez avoir plus de succès que vous en avez chez vous? En Beauce, aux dernières élections, je suis certain que ça a été déchirant. C'est le pays de votre père, qui a été député absolument. Pendant des années, battu par 16 000 voix. Oui. Êtes-vous né à mauvaise place? Non, mais effectivement, en Beauce, ça a été difficile les 2 dernières élections. La dernière, j'ai eu 20 du vote. J'étais habitué en tant que conservateur à avoir 45, 50, 60 du vote. Ce que je regarde, c'est que ces idées-là n'étaient pas peut-être populaires à ce moment-là, mais nous, on ne fait pas de la politique parce que les idées sont populaires ou pas. On les fait par conviction. Et je pense que ces idées-là, plus on en parle, plus elles vont devenir populaires. Et c'est vrai qu'elles sont un peu plus populaires actuellement dans l'Ouest canadien. Et vous savez évidemment que vous ne serez probablement pas premier ministre. Absolument, oui. Donc, vous vous battez pour des idées sans ambition de pouvoir? Bien, avec des idées, on peut changer le monde. Regardez Elisabeth May. Tous les grands partis nationaux ont une politique verte là, contre les changements climatiques. Le Parti conservateur, tous les partis. Elle a gagné le débat d'idées. Elle a gagné, Elisabeth May et le Parti vert. Et vous êtes rallié, vous croyez maintenant au changement climatique? Pardon? Vous croyez donc au changement climatique aussi? Bien, je sais que le climat change, il va toujours changer. Et ça, on a une position complètement différente avec Elisabeth May. J'ai été assez à côté d'elle lorsque j'étais à la Chambre des communes. On a eu des bons débats là-dessus. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est que nous, on n'a pas besoin d'être au pouvoir pour changer. Et j'aimerais bien ça être au pouvoir. Mais regardez Preston Manning, il était le chef de l'opposition. Et grâce à lui, on a eu des budgets équilibrés. Donc, on se débat dans cette arène politique-là avec les meilleures idées, je crois. Pour influencer aussi les choses? Oh oui, absolument, oui. Est-ce que ça a été souffrant d'être dans le fauteuil d'un merdia? Non, ça a bien été. Est-ce que c'est ce que nous sommes, des merdias? Non, absolument pas. Parce que c'est souvent dit, hein, vous savez ça. Oui, oui, non, absolument pas. Écoutez,
le fait qu'on est ici ce soir et qu'on puisse parler, vous, certainement, peut-être, vous ne partagez pas mes points de vue politiques. Mais vous n'en savez rien, Maxime. Mais je dis peut-être, c'est pour ça que je dis peut-être. Et c'est bien d'avoir ce débat-là, mais c'est dommage que je ne peux pas avoir ce débat-là. On a eu plus de votes qu'Élisabeth May, 5 et on a des candidats partout, mais les médias nationaux nous ignorent. Mais, écoutez, on va continuer à faire la bataille. Maxime Bernier, merci d'avoir été avec nous. Après la pause, une question littéralement de vie ou de mort. Est-ce qu'il faut élargir l'accès à l'aide médicale à mourir?